Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Clément. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu viens de la part de France Stratégie. Tout de suite, on va poser les choses. Parce qu'une note est sortie que j'ai trouvée très intéressante et tu as accepté de pouvoir nous en parler. D'ailleurs, tu es co-auteur avec Camille, que je te laisserai présenter aussi, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais qu'on remercie pour tout le travail accompli, évidemment. Et donc, c'est une note qui parle essentiellement de mobilité que je trouvais indispensable de mettre entre les oreilles des auditeurs. Clément, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc bonjour à tous les auditeurs aussi qui nous écoutent. Moi, c'est Clément Peruyero, je suis économiste ou socio-économiste, actuellement doctorant au Centre d'économie de la Sorbonne, et donc en collaboration aussi avec France Stratégie, où je travaille sur des sujets relatifs aux inégalités, à la pauvreté et donc à la mobilité sociale en France, et où j'ai coécrit cette note avec Camille Penny, qui est sociologue et qui traite globalement des questions d'ascension sociale dans la fonction publique, et on cherche à répondre à la question la fonction publique est-elle toujours une voie de promotion sociale pour les femmes et les enfants de classe populaire, comme d'anciens travaux sociologiques l'ont montré, mais sur des données plus anciennes. Donc, est-ce que c'est toujours le cas? Et surtout, est-ce que c'est un résultat qui vaut pour tous les versants? On a souvent étudié la fonction publique dans son ensemble, mais est-ce que c'est un résultat qui vaut aussi bien pour la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière? Oui. Donc là, on est vraiment dans le cœur, en tout cas dans une des thématiques qui m'est chère côté podcast, c'est de parler de toutes les fonctions publiques, parce qu'effectivement, tu as très bien dit, il y a 3 versants. La note, je la mettrai évidemment en note de l'épisode pour que les gens puissent aller la consulter. Elle est fournie, elle est riche. Hein. C'est clairement pas la synthèse de 300 mots qu'on peut faire en 4 heures de, de copie concours, loin de là. Donc on va essayer de creuser un petit peu, si tu veux bien nous en donner la substantifique moi. Là, en 15-20 minutes, ça va pas être évident, mais je sais que tu peux faire l'exercice. Donc voilà, je vais te poser la question. Aujourd'hui, dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, comment ça se distingue déjà du privé? Est-ce que, en termes de mobilité sociale, j'entends? Oui, donc tout d'abord, la première question auquel on a cherché à répondre, c'est qui entre dans la fonction publique. Donc, on peut voir, c'est que par rapport au privé, il y a certaines catégories de population qui sont surreprésentées. On peut notamment parler des enfants de fonctionnaires, le fait d'avoir un père ou une mère qui était salarié de la fonction publique augmente la probabilité qu'une personne travaille également dans la fonction publique à l'âge adulte. Et cet effet est encore plus fort, plus significatif si les 2 parents étaient fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle la reproduction statutaire. J'allais dire, on est vraiment dans la transmission de valeurs de l'intérêt général. Et... On imagine très bien par quel biais on peut plus facilement, dirons-nous, orienter ses enfants également vers la fonction publique quand on y était fonctionnaire. Ouais. Un autre résultat important et intéressant, c'est ce qu'on observe dans les données, c'est qu'il y a également une surreprésentation des femmes et des enfants de classe populaire. C'est-à-dire que même si on compare des personnes de niveau de diplôme comparable, le fait d'être une femme plutôt qu'un homme et de venir d'un milieu modeste plutôt qu'un milieu favorisé augmente significativement les chances de travailler dans la fonction publique, quels que soient les versants, plutôt que dans le secteur privé. Et c'est des résultats qu'on peut expliquer, par exemple, concernant le sexe, par des effets métiers ici spécifiques. On sait que la publique, elle est féminisée. Si on prend la fonction publique d'État, la proportion d'enseignants est importante. C'est un métier qui est très féminisé. Si on prend la fonction publique hospitalière, on va avoir beaucoup de professions intermédiaires, beaucoup d'infirmiers et d'infirmières. Pareil, c'est un métier qui est féminisé. Maintenant, si on parle pour répondre à ta deuxième question de mobilité sociale, peut-être d'abord rapidement pour la définir, qu'est-ce qu'on entend par mobilité sociale? Ici, on va comparer la position sociale d'une personne, définie en termes de catégorie socio-professionnelle, par rapport à celle qui exerçait ses parents à un âge relativement équivalent. Et on va donc pouvoir voir des trajectoires de promotion sociale, mais également de déclassement ou d'immobilisme.
Très simplement ici, on va regarder qui devient cadre et plus spécifiquement, dans quelle mesure les enfants de classe populaire deviennent plus souvent cadres dans la fonction publique au sein de ces différents versants ou dans le secteur privé. D'accord. Et le premier résultat qu'on peut donner, et c'est tout d'abord important de le rappeler, c'est que concernant cette question, on va avoir des effets de structure et de qualification. C'est-à-dire que dit très simplement, on a 35% de cadres dans la fonction publique d'État, ça va être plutôt 20% dans le privé, encore moins dans la fonction publique territoriale et hospitalière. Donc mécaniquement, sachant que la première clé pour accéder à des postes d'encadrement et une mobilité ascendante quand on vient d'un milieu populaire, c'est le niveau de diplôme. Mécaniquement, on va retrouver plus d'enfants de classe populaire diplômés qui accèdent à des positions de cadre dans la fonction publique d'État que dans le privé, et au contraire, moins dans la fonction publique territoriale et hospitalière que dans le privé. Mais c'est un effet purement de structure. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder aussi à catégorie socio-professionnelle donnée. C'est ce qu'on fait dans l'étude. C'est-à-dire qu'on va comparer l'origine sociale, le nombre de personnes qui viennent d'un milieu modeste, qui sont cadres dans les différents versants et dans le secteur privé. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que, par exemple, l'origine sociale des cadres de la fonction publique territoriale, elle est plus modeste que ceux du secteur privé. C'est-à-dire que même si mécaniquement d'origine on ne le voit pas, on peut dire que la fonction publique territoriale est également une voie de promotion sociale qui reste assez significative par rapport au secteur privé. Par contre, c'est quelque chose qu'on va pas vérifier dans la fonction publique hospitalière. Où Alors, globalement, pardon. je te coupe, excuse-moi Clément, mais pour grossir le trait et est-ce que ça veut dire, j'essaie de le traduire avec mes termes à moi, si tu veux bien. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, j'ai plus d'ascenseur social dans la fonction publique territoriale que dans le privé ou que dans la fonction publique d'État, par exemple? Est-ce Euh, que je peux le traduire comme ça? Pas que dans la fonction publique d'État, mais que dans le secteur privé, oui. OK, Tout à fait. d'accord. Si on regarde vraiment les personnes qui sont cadres dans la fonction publique territoriale et dans le secteur privé, on voit que les cadres de la fonction publique territoriale sont en moyenne de milieux plus modestes que dans le secteur privé. D'accord. Et c'est encore une fois un résultat qu'on vérifie pas forcément pour la fonction publique hospitalière. Pourquoi? Parce que globalement, dans la fonction publique hospitalière, ce sont des médecins qui sont cadres. Et les médecins, c'est une filière qui est historiquement d'origine plutôt favorisée. Pourquoi? Parce que ce sont des études très longues qui demandent beaucoup d'investissement en termes de temps monétaire. En économie, on dit que c'est un coût d'opportunité important. Et donc, on va OK. plus souvent retrouver des personnes d'origine favorisée que de milieux modestes. C'est intéressant, je rebondis sur ce que tu disais, au tout début, on a plus de chances, je vais le corrige-moi, hein, si en termes, statistiques ou sociologiques, c'est faux ce que je dis, hein, mais on a plus de chances de devenir fonctionnaire si, un ou nos 2 parents ont été eux-mêmes fonctionnaires. Et je crois que enfin, est-ce qu'on peut dire ça des médecins? Puisqu'on parlait de la fonction publique hospitalière, ça me semble, assez vrai aussi. Mm. Mais du coup, l'ascenseur social, lui, il est plus efficace, côté fonction publique que dans le privé. Donc là, j'ai quand même envie de dire, «Hourra!» C'est quand même un bon un point pour le public. On a parlé des effets de structure. Est-ce qu'il y en a d'autres, des effets, des explications, Enfin, ce qu'on répète souvent dans la note aussi, c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure quand on regardait, quand on disait que la probabilité qu'une femme travaille dans la fonction publique Oui, est plus forte que dans le privé, c'est qu'on a aussi souvent des effets métiers spécifiques. C'est-à-dire OK. que si je reprends par exemple la fonction publique hospitalière, oui, il y a une reproduction statutaire parce que les enfants de médecins sont aussi plus souvent médecins, mais vu que les médecins sont d'origine sociale plus favorisée, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver OK, ouais. en termes d'ascenseur social. Mais par contre, on a d'autres voies de mobilité sociale dans la fonction publique hospitalière, mais ça va être plus vers des métiers de profession intermédiaire. C'est-à-dire, notamment, on va retrouver des infirmières qui sont d'origine sociale plutôt modeste. Et quand on vient d'un milieu, par exemple, ouvrier, c'est une mobilité sociale ascendante. Dans la note, il y a, effectivement cette histoire de voilà, on observe, hein, bien que les cadres de la fonction publique sont plus souvent issus, des classes populaires que de par rapport au privé. Il y a on en a déjà parlé, hein, mais cette, spécificité, à diplôme égal, l'origine sociale reste un frein, même dans le public. Ça m'a quand même surpris. Est-ce que enfin, on a des leviers enfin, c'est quoi les leviers qui permettent une meilleure mobilité sociale dans la fonction publique, du coup?
l'objectif de la note, c'est pas de mettre en évidence forcément nous des leviers, c'est plutôt de donner un état des lieux quantitatif. Mais Mmh. par contre, on peut expliquer notamment à travers la littérature pourquoi on peut retrouver moins d'inégalités des chances dans la fonction publique que dans le privé. Et donc par ce biais-là, potentiellement mettre en évidence des leviers. Oui. C'est-à-dire qu'un des grands résultats, comme tu l'as dit, de la note, c'est de dire que l'inégalité des chances est plus faible dans la fonction publique. C'est-à-dire que si on compare une personne de milieu modeste et une personne de milieu favorisé de même niveau de diplôme, euh, il y a un écart dans la probabilité d'être cadre, que ce soit dans le public ou dans le privé. C'est-à-dire que les personnes de milieu favorisé ont plus de chances de devenir cadre qu'une personne de milieu modeste à même niveau de diplôme. Mais cet écart est beaucoup plus faible dans la fonction publique que D'accord. dans le privé. Pourquoi? Tout d'abord, c'est important de le rappeler, il y a un espèce d'effet statistique dans le sens où on ne peut pas tout contrôler. Mmh. On dit qu'on a le même niveau de diplôme, mais en fait, on ne contrôle pas de la spécialité, par exemple. Et on OK. sait que oui, il y a un bac plus 5 de spécialités différentes ne sera pas forcément valorisé de la même façon sur le marché du travail. Et ça, on peut pas forcément le contrôler. Mais il y a des études qui le contrôlent et qui montrent que malgré ça, il reste toujours un écart selon l'origine sociale. Donc après, on peut arriver à ce qu'on appelle en sociologie le capital social, c'est-à-dire globalement notre réseau. Et on peut très bien imaginer par quel biais, pourquoi des personnes de milieux favorisés ont un réseau plus élargi sur le marché du travail que des personnes de catégorie populaire et dans quelle mesure ça peut jouer pour trouver un emploi. Donc Ah, ça, très c'est intéressant une ça. forme d'explication. Mmh. Et une troisième forme d'explication, ça va être le concours. Le concours Ouais. réduit les discriminations liées à l'origine sociale, mais par exemple également au sexe. Mais malgré tout, ce qu'il faut rappeler, c'est que le concours n'est quand même pas neutre socialement. On pense notamment à l'oral. Oui, après un concours, il y a un oral et ça peut amener à des différences selon les caractéristiques des personnes qui passent le concours, ce qui explique qu'il reste quand même, enfin tout de même, une inégalité des chances dans le secteur public. Alors enfin pour à mon sens, hein, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que un des préceptes, je vais le dire comme ça, du concours, en tout cas de la façon dont il est mis en place, c'est égalité des chances pour tout le monde. Et donc là, tu es en train de me dire, encore une fois, tu me corriges si jamais je le dis pas bien, mais tu es en train de me dire que oui, effectivement, le concours montre plus d'équité ou d'égalité plutôt. Pour autant, il reste quand même, des petits grains de sable. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qu'il est Mmh. quand même important de rappeler, c'est qu'on trouve 2 fois moins d'inégalité des chances dans le public que dans le privé et le concours, Mmh. il joue sûrement donc c entre guillemets «ça marche», mais malgré tout, ça ne Mmh. marche pas complètement si on peut le dire comme ça. Parce OK. qu'encore une fois, oui, après un concours, on a un oral et l'oral, il est jamais neutre. Mmh. OK. Après, il faut pas non plus se dire que parce que c'est pas, ça marche pas complètement, ça veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle. Tout à fait. On va Sur tout les de suite leviers, on replacer, voit quand même que ça marche mieux que en termes voilà, des chances que ce ça qui se marche fait. mieux que rien. Voilà, OK. On a parlé pas mal de mobilité sociale. La note, elle dit aussi, une chose que je trouve intéressante, c'est la progression en cours de carrière. Si on peut en dire juste quelques mots rapidement. Heu, Par contre, la progression de carrière, elle est plus difficile, surtout dans certaines branches du public. Oui, Heu, Est-ce donc qu'on peut en parler un petit peu? pour le relier à ce qu'on vient de dire sur la mobilité sociale qu'on appelle intergénérationnelle, ce qu'on a observé, c'est comme on le disait, c'est globalement les personnes qui accèdent à des postes de cadre, ce sont des personnes très diplômées en Mmh. moyenne. Et donc en moyenne, les enfants de classe populaire qui accèdent à des postes de cadre, c'est des enfants de classe populaire qui ont eu un niveau scolaire important. Mais malgré tout, il y a des personnes peu diplômées, même si c'est en proportion beaucoup plus faible, qui accèdent à des postes de cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde parmi les très diplômés, c'est-à-dire qui ont un bac plus 3 ou plus, si c'est très largement en faveur du public par rapport au privé, si on regarde au contraire par rapport enfin parmi les moins diplômés, c'est-à-dire qui ont un baccalauréat ou moins, on voit plus de personnes dans le secteur privé qui accèdent à des postes de cadre que dans le public. Mmh. Et c'est un résultat qui se vérifie pour toutes les origines sociales, c'est-à-dire que les écarts public-privé sont plus importants parmi les origines sociales les plus favorisées, mais c'est également vrai pour parmi les origines sociales les plus modestes. D'accord. Et derrière ça, c'est ce qu'on s'est demandé, c'est comment on peut expliquer ce résultat et est-ce que ce serait pas justement un problème de ce qu'on appelle la mobilité sociale en cours de carrière ou intragénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va pas comparer la position sociale d'une personne par rapport à celle de ses parents, mais on va regarder une personne qui entre sur le marché du travail à une certaine position et on va voir dans quelle mesure, au cours de sa carrière,
elle a des possibilités d'évolution. Et donc, sachant qu'on parle des personnes moins diplômées ici, on va se concentrer sur des personnes qui entrent sur le marché du travail et une profession d'employé dans le secteur public ou dans le secteur privé, et on va regarder leur probabilité en cours de carrière de devenir cadre ou profession intermédiaire. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien un écart public-privé en faveur du privé d'environ 4 points. Donc, il y a un petit peu plus de progression de carrière dans le privé. Mais Un ce qui est point pour le intéressant, privé. c'est qu'on un point pour le privé. Mais ce qu'on regarde, si là, je parlais de la fonction publique dans son ensemble, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde par versant, on va avoir des résultats qui sont comparables entre la fonction publique d'État et le secteur privé, mais plutôt un décrochage de la fonction publique hospitalière et territoriale. Et D'accord. comment on peut expliquer encore une fois ce décrochage? C'est ce que on répète souvent, mais qu'on a encore une fois des effets métiers qui sont assez spécifiques au versant public. C'est-à-dire que, encore une fois, si on prend la fonction publique hospitalière, Les médecins. globalement, les cadres, ce sont des médecins. On ne devient pas, ou il y a quand même très peu de chances de devenir médecin en cours de carrière. C'est-à-dire qu'encore une fois, il existe des voies de mobilité sociale en cours de carrière. Une personne entrée sur le marché du travail comme aide-soignante qui devient infirmier, infirmière ou même potentiellement cadre de santé. Mais au niveau du secteur, c'est plus restreint que dans le privé. Un deuxième phénomène explicatif, on peut encore une fois reparler des concours. Dans le privé, les mobilités sociales, les ascensions sociales en cours de carrière, elles sont beaucoup plus liées à l'expérience. Elles sont liées à des logiques, c'est plutôt lié à l'expérience. Dans la fonction publique, on va repasser des concours de catégorie B, des concours de catégorie A. Et évidemment, encore une fois, les concours, ça demande un investissement, un coût d'opportunité en termes de temps, même monétaire. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer en partie des écarts avec le privé. Et encore une fois, ce qu'il est important de rappeler pour finir concernant ces explications, c'est que avec nos lunettes statistiques, on ne peut pas, on réfléchit selon des nomenclatures, mais une personne pourrait vivre une promotion comme une ascension sociale en cours de carrière, alors que nous, d'après notre nomenclature, c'était pas le cas. Et si je peux donner un exemple par rapport à cela, c'est que dans le rapport sur l'attractivité de la fonction publique qu'on a sorti chez France Stratégie, il y a donc un chapitre sur les carrières, et il y a notamment une partie sur la qualité de l'emploi, où les auteurs vont comparer ce qu'ils appellent des FAB, des familles professionnelles du public et du privé, ou qui sont mixtes, et qui vont démontrer qu'il y a un petit peu plus de promotion dans la fonction publique que dans le privé, selon ces métiers. Mais par contre, une promotion, ça n'implique pas forcément un changement de catégorie socio-professionnelle. Okay. Donc on a aussi cette ambivalence-là, et du coup, tous ces travaux qui sont à l'avenir encore à pousser pour mieux comprendre comment favoriser les progressions en cours de carrière dans la fonction publique. Ok, bon. Je pourrais pas encore déclarer un vainqueur aujourd'hui, mais merci en tout cas Clément pour cet éclairage. Merci à toi. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.